Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast de l'investisseur. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous accueillir chez moi. Aujourd'hui les amis, on va voir pas mal de choses, mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, un bon début de semaine et j'espère que vous êtes chaud parce que là c'est un épisode chargé. Je vous fais un petit retour sur le podcast de la semaine dernière. J'ai eu deux trois retours. Et globalement, vous êtes de mon avis. Alors que ça me fait plaisir. Vous êtes de mon avis. Vous êtes des personnes qui pensent que la chance vient en travaillant. Et que, ok, on peut avoir un petit peu de chance comme ça. Tu vois, la petite poudre de chance, comme je l'appelle. Mais que la plupart de la chance vient en travaillant. On va entamer directement par l'actualité immobilière de la semaine, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc on va voir ça ensemble. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que la semaine dernière je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'infos utiles, mais cette semaine il y a pas mal. Donc on commence tout de suite. Les infos viennent de BFM Immo. Il faut savoir que désormais on a besoin de disposer de 15% du montant de l'acquisition. Alors c'est une info générale, d'accord. On sait très bien que ça régit pas tout le monde, mais maintenant c'est plus de 10%, mais 15% de l'acquisition. Le HCSF qui est mis en cause, normal. Après, voilà, c'est les règles standards pour tous les Français, je dirais. Moi, je sais que pour l'instant, je mets pas encore, j'ai jamais mis plus de 10%. Même là, je suis en train d'acheter ma résidence principale et je ne mets pas plus de 10%. Bon, 15% en soi, bon, c'est c'est BFM qui le dit, c'est pas moi. Ensuite, le nombre de crédits. Ah, bah c'est une bonne info. Bilan 2020, les amis, le nombre de crédits immobiliers octroyés a chuté en 2020. Les emprunteurs les plus pauvres sont pénalisés. Faut savoir qu'il y a, par rapport à 2019, il y a eu un recul de 18,1%. C'est quand même important, c'est un cinquième. Un cinquième des prêts IMO qui sont passés outre. C'est quand même beaucoup, je trouve. 18,1%. Alors vous doutez bien que l'activité a été plombée, notamment à cause du Covid et même globalement qu'à cause du Covid. Mais tout ça, ça a été au détriment des plus pauvres. Et ça, c'est triste. Ça veut dire que euh, ceux qui ont payé les pots cassés, c'est les personnes les plus pauvres. Alors, les plus pauvres, ils entendent par là les personnes aux faibles revenus, c'est-à-dire ceux qui sont dans une situation genre un SMIC et tu cherches à acheter ta résidence principale, tu vois. C'est ces gens-là, ils ont peut-être eu beaucoup plus de mal en 2020 qu'en 2019. Recul de la clientèle jeune et modeste. Bah, faut savoir que le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Donc, si tu peux plus donner de prêt parce que les mecs, ils ont pas une position idéale ou adéquate, et bah automatiquement tu te doutes bien que ils vont pas souscrire chez toi juste pour ouvrir un compte. Ils vont aller à la banque postale ou des trucs où ça coûte pas cher quoi. Autre information immobilière, condamné à 2 ans ferme, le marchand de sommeil se dit victime de squatter. Un quinquagénaire a été condamné à Versailles pour avoir loué des logements insalubres. Selon lui, les occupants des lieux n'étaient pas ses locataires. Bon, c'est une bonne technique de défense. Je le remets pas en cause, mais bon, peut-être qu'il est de bonne foi. Peut-être que lui, il voulait pas louer ça et que c'est des squatteurs. Peut-être que c'est vrai. Mais je voulais rebondir sur ça, sur cette info-là, sur le fait que on va avoir de plus en plus de contrôle et on va chercher de plus en plus ces marchands de tapis, ces marchands de sommeil. Et tout ça, ça découle notamment, en fait, depuis. On a passé un cap depuis Marseille. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à Marseille, il y a un immeuble qui s'est effondré. Il me semble que c'est rue d'Aubagne, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà.
Depuis cette affaire qui a été médiatisée, etc., déjà à Marseille, on commence à faire la guerre à ces marchands de sommeil, mais ça se démocratise partout en France. Partout en France. Et je suis désolé, hein, et j'espère qu'il y a, parmi ceux qui m'écoutent, il n'y a pas de marchands de tapis, parce que c'est vraiment pas les gens que j'ai envie de toucher, mais en France, ça n'a pas sa place. En France, ça n'a pas sa place. Tu peux pas louer un truc insalubre et t'en mettre plein les poches. Enfin, moralement, déjà, je comprends pas que on puisse juste y penser, quoi. C'est inconcevable. Moi, je dis toujours, tu loues quelque chose où toi, tu te verrais vivre dedans. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Si toi, tu le louerais pas, va pas louer ça aux gens. Enfin, je comprends pas, en fait. Donc, en France, on va commencer à faire la chasse à tous ces marchands de sommeil. Et on va essayer de rénover. Ça fera le sujet d'une actualité suivante. Mais on cherche à rénover le parc locatif français. Autre actualité de la semaine, le Sénat veut muscler la réglementation anti-squat, mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir vraiment à cette actualité. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Euh, Pourquoi en fait? Parce que tout simplement, le gouvernement a émis un avis défavorable à cette loi. Enfin, là, je sais pas. Je sais pas. On veut muscler la réglementation anti-squat, ce qui est normal. Tu peux pas, en France, en 2021, tu peux pas être victime des intentions de quelqu'un d'autre. Je m'explique. T'as ta résidence secondaire, tu vois, c'est comme l'exemple qu'il y a eu cet été, en 2020, l'été 2020, il y a une personne qui va dans le sud, chez elle, sa résidence secondaire, elle se rend compte que sa maison est squattée, et le pauvre, il a dû aller à l'hôtel. Il a dû aller à l'hôtel. C'est chez lui, putain. Merde. Donc, moi, je comprends pas qu'en 2021, euh, on peut pas, on peut pas refuser quoi. On peut pas refuser quoi. C'est dingue. T'imagines, t'es propriétaire, tu te fais squatter, elle paye pas de loyer, et toi, derrière, t'es dans la merde. Parce que tu peux pas récupérer ton logement comme tu veux. Il va falloir mettre en place des procédures, etc. Ça va prendre énormément de temps. Si la personne, euh, elle peut pas aller vivre ailleurs, elle va rester chez toi. Enfin, moi, tout ça, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. J'ai pas d'autres mots. Pas d'autres mots, franchement, c'est dingue. Alors bien sûr, tout ça c'est de la politique, hein. On ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. Peut-être que si le gouvernement... Alors je me fais l'avocat du diable, mais peut-être que si le gouvernement a refusé ou a émis un avis défavorable, c'est peut-être parce que derrière il y a des conséquences qui vont toucher plus que notre petite personne. Enfin tu vois, nous investisseurs au final on est minime dans la balance si je peux dire. Donc à voir, faudrait vraiment creuser. Faudrait vraiment creuser, mais voilà. Ensuite, la mairie de Marseille multiplie les signalements d'habitat indigne. Tout ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dû à tous les problèmes, dont l'effondrement de l'immeuble qui a été médiatisé rue d'Aubagne. C'est bien. C'est bien. Franchement, c'est bien. Et tu vois, je me dis que il y a peut-être des affaires à faire dans tout ça. Parce que peut-être que ça va être des logements qu'il y aura énormément de rénovations à refaire, etc. Peut-être que c'est des biens qui vont tomber sur le marché de l'immobilier. Et derrière, peut-être que grosse négociation, peut-être aide de l'État pour remettre en... Je sais pas. Ça peut être
des petites pistes, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal pour investisseurs. Pour nous les investisseurs, ça peut être pas mal, je pense. À Grenoble, l'arrêté anti-expulsion locative a été annulé par la justice. Pareil. Pareil. Mais bon, là j'ai creusé un peu parce que je me suis dit, merde, attends, c'est pas possible quand même. On peut pas arriver à là. Donc j'ai creusé un peu et je vais te donner de l'info utile. Le tribunal administratif a rétorqué la mesure obligeant à reloger les personnes expulsées. Le maire veut contre-attaquer en s'en prenant financièrement à l'État. En gros, je t'explique. En fait, quand tu faisais une expulsion, tu étais dans l'obligation de reloger la personne. Donc, compliqué, et là c'est clairement de la politique, ce que nous, on n'a pas vraiment info dessus. Mais en gros, l'État part du principe que les gens vont user et abuser du squat pour être relogé derrière. C'est-à-dire qu'une personne en situation X, elle ne trouve pas de logement, elle va aller squatter un logement, donc elle est logée. Le temps que tu fasses tes procédures, etc., que tu l'expulses, sa situation n'a pas changé, donc elle ne peut toujours pas, elle, avoir un logement. Et ben le fait qu'il y ait cette loi qui oblige à reloger, et ben derrière, cette personne qui ne pouvait pas avoir de logement, et ben elle va avoir un logement. Donc tu vois, là c'est clairement de la politique. Nous, c'est vraiment pas notre niveau. Enfin, après, c'est dommage que nous, on paye les pots cassés. C'est-à-dire que tu te fais squatter, bah t'es dans la merde. On peut pas expulser du jour au lendemain. Enfin bref. Alors je parle pas des locataires classiques, d'accord? Je vous parle vraiment de personnes qui sont là, des personnes avec, comment on dit? Avec des mauvaises intentions, d'accord? Les personnes, les locataires classiques, il n'y a pas de problème. Mais des squatteurs, enfin moi je trouve ça scandaleux que de un, ils ne payent pas de loyer, de deux, ils ont le droit à tout, ils peuvent rester chez toi. Enfin, bref. Nouvelle actualité immobilière, et là ça me fait plaisir parce que ça fait écho à un des podcasts que j'ai fait au tout début. Il me semble que c'était l'immobilier dans 20 ans, où je vous disais que les gens vont chercher de plus en plus un extérieur, etc. Et ben ça manque pas, ça manque pas parce que de plus en plus de personnes cherchent un extérieur. Notamment à Rouen, la demande est forte avec des maisons avec jardin. Et la demande sur Nîmes est importante, surtout pour des logements avec extérieur. Donc on voit bien qu'il y a quand même ce petit Covid touch, ce petit Covid touch qui est là derrière, d'accord? Il plane sur la France, il est là. Et les gens en fait en ont marre. Les gens en ont marre d'être peut-être dans un appartement où il n'y a pas d'extérieur, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de balcon. Et ils veulent maintenant la liberté, si je pourrais dire. Parce que en gros, confinement, reconfinement, enfin je sais pas pour vous, mais grossièrement, ça fait 1 an et demi enfin 1 an, qu'on ne vit plus. D'accord? On peut plus aller dehors comme on veut, etc., etc. Et les gens veulent de l'espace. Ils veulent pouvoir inviter les gens chez eux dehors. Ils veulent pouvoir faire des barbecues. Ils veulent pouvoir faire leur sport tranquillement à n'importe quelle heure. Tu vois, quand moi je vois couvre-feu à 18, bah moi ça m'embête. Franchement, moi ça m'embête parce que de 18 à minuit, je fais quoi?
J'aurais pu aller faire mon sport de 18 à 19, 18-20 heures. On aurait pu aller boire un verre. Enfin, il y a plein de choses. Maintenant, non, fini. 18 heures, t'es à la maison. C'est dingue. Donc les gens cherchent de plus en plus un extérieur. Et c'est normal. Donc ça me fait plaisir parce que ça fait écho à un épisode que j'ai fait au tout début. Et ça se confirme. Et là, la plus grosse actualité de la semaine, les amis, c'est le diagnostic DPE change en 2021. Plein d'informations sur le DPE, notamment la première, il va devenir juridiquement opposable à compter du 1er juillet 2021. Ça veut dire quoi? Un acquéreur pourra se retourner contre le vendeur pour préjudice si l'étiquette attribuée au logement est erronée. Je te donne un exemple concret. Si un acquéreur achète un logement étiqueté E alors qu'en réalité il est classé F, et entre nous, EF, c'est le même combat, c'est une passoire thermique. Tu peux pas acheter ça, sauf si tu es un investisseur intelligent et derrière tu vas faire énormément de travaux et que tu as réussi à bien négocier. Mais EF, même combat, passoire thermique. Je ferme la parenthèse. Alors, donc tu achètes un logement E, étiqueté E alors que c'est F, et tu pourras te retourner contre le propriétaire parce qu'il sera considéré comme responsable et pourra être contraint, et ça c'est important, il pourra être contraint de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour que le logement ne soit plus considéré comme une passoire thermique. Contraint, il faut retenir ça. Le vendeur pourra alors se retourner également contre le diagnostiqueur qui a mal évalué le bien et on pourra condamner potentiellement, d'accord, il pourrait être condamné par le tribunal. Donc, schéma classique, acheteur-vendeur. L'acheteur attaque le vendeur attaque le diagnostiqueur. Parce qu'il a mal fait son taf. Alors, je vais te finir toute l'actualité. Et puis, j'aurai on va soulever des questions ensemble. Et tu vas voir que je suis pas totalement acquis par cette loi parce que il y a des choses qui sont contraignantes. Je vais finir l'actualité. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 va apporter de nouvelles règles plus contraignantes aux propriétaires bailleurs et aux acquéreurs de biens étiquetés F ou G. Ces contraintes seront renforcées au fil du temps jusqu'en 2028, date à laquelle des travaux seront obligatoires pour mettre en location ou pour mettre en vente un bien. Bon à savoir, dès 2023, les logements classés G ne pourront plus être proposés à la location. Cette échéance concerne 90 000 logements, soit 4% des passoires thermiques. Au 1er janvier 2028, les logements désignés par la lettre F seront exclus du marché locatif. Alors, j'ai commencé tout doucement, d'accord ? Pour moi, tout ce qui est E, F, G, c'est totalement normal que ce ne soit plus à la location. 2021, les amis, on ne peut pas proposer un logement classé EF. Quand même. Avec toutes les technologies qu'on connaît maintenant, l'isolation, ça a bien évolué. Enfin, on ne peut plus proposer un logement EFG, je suis désolé. Donc pour moi, c'est un très très bon point. Maintenant, revers de la médaille. Moi, je suis investisseur, comme vous, ou comme vous allez le devenir. Et pour moi, tu vois, ça peut être une opportunité d'acheter un bien comme ça. Je te parle de acheter. Parce que derrière, négociation, rénovation, location. Je paye pas d'impôts, etc. C'est le bonheur. Maintenant, moi je pense qu'il y a un problème.
il y a un problème pour le vendeur. Parce que là, on nous dit que jusqu'en 2028, il me semble, ouais, date à laquelle des travaux seront obligatoires. Donc, date ultime 2028. Mets-toi dans la position d'une personne qui a un logement et qui va vouloir le vendre. Son logement est à l'abandon, il n'a pas du tout envie de faire des travaux dedans. Son logement, je peux te dire qu'il est classé G, HI même, tu vois, tellement c'est dedans, c'est la nature a repris son cours, d'accord? Bah lui, le vendeur, il va pas avoir envie de faire des travaux, logiquement. Et moi je comprends totalement. Une personne qui a un bien sur les mains et qui veut pas du tout s'en occuper, c'est pas son truc. Imaginons, je te parle d'une succession, le logement est à l'abandon, le mec il s'en fout complet, il veut le revendre. Son bien, automatiquement, il va faire passer les diagnostiqueurs, il va être classé F. Tu crois vraiment qu'il va faire des travaux pour le faire passer en D? Franchement, entre nous. Non. Donc moi, je vois pas comment tu vas pouvoir contraindre ces gens-là. C'est pas du tout une bonne chose à faire. Tu peux viser les gens qui... C'est des biens qui sont vraiment actifs, tu vois. Là, je peux comprendre. Mais des biens qui sont à l'abandon, qu'on s'en occupe pas, le mec, il veut le vendre et il le vend à prix cassé. Derrière, toi, t'es acquéreur. Tu sais ce que tu achètes. Tu sais que ça te permet de faire de gros travaux, que derrière, tu vas pouvoir gonfler ton assiette de déficit et du coup, ça va te permettre de pas avoir d'impôt. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que là, il y a une erreur qui est faite. On peut pas obliger quelqu'un à faire des travaux alors que il en vend son bien et que c'est un bien à l'abandon, etc. Il veut s'en débarrasser. Enfin, je pense qu'il doit avoir un juste milieu qui n'est pas présent dans ce que je dis. Donc, à voir. Après, je suis quand même totalement d'accord avec le fait que tu ne peux pas louer des logements EFG. Impossible. Ça, c'est complètement normal. Et qu'ils soient retirés du marché locatif, logique. Carrément logique. Donc, voilà, ça, les amis, c'était les actualités immobilières de la semaine. Pas mal d'infos. En sachant que pour moi, la plus percutante, c'est celle du DPE, qui est vraiment, vraiment important. Et puis voilà. Les amis, le sujet du jour. Parce que je vous ai même pas dit le sujet du jour. Ça va être un sujet qui m'a été demandé par 3-4 personnes sur Insta qui me demandaient, oui, Anthony, tu peux m'expliquer comment, vraiment, étape par étape, comment ça se passe? L'investissement immobilier, comment ça se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe chez le notaire? On fait quoi, etc., etc. Et donc, le sujet du jour, les amis, ça sera son projet d'investissement, étape par étape. On va aller de définir son projet jusqu'à l'administratif. Enfin, ce sera léger, hein, d'accord, mais ça va le faire. Donc, ça va être un épisode assez conséquent. Je pense qu'on va aller vers les 1 heure de podcast là. Mais intéressant, je vais essayer de fluidifier ça et puis c'est parti. Allez. Déjà, la première étape, les amis, de son projet d'investissement, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux investir? Il faut que tu définisses son projet. Est-ce que tu vas faire de la location? Est-ce que tu veux faire un achat-revente? Est-ce que... parce que tu vois, les objectifs sont différents. Et si c'est pour louer, peut-être que tu vas faire de la location pérenne, donc c'est de la location longue durée. Est-ce que tu vas partir sur du nu, sur du meublé? Est-ce que tu vas faire de la location courte durée, de la colocation? Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense que ça fera le sujet d'un podcast vraiment à part, parce que ça va être un sujet énorme à développer, et on y reviendra dans un prochain épisode, je pense. Est-ce que tu veux faire un achat-revente? J'arrête pas de te répéter que l'achat-revente, c'est excellent. Excellent pour débuter. Je te rappelle que achat-revente en résidence principale, c'est la niche fiscale par excellence. C'est simple. T'achètes ta résidence principale.
tu la retapes, tu la revends, la plus-value, c'est dans ta poche. Net. T'achètes un bien 80, tu mets 20 000 euros de travaux, tu revends 160, t'as gagné 60 000. Comme ça. Niche fiscale par excellence. Ensuite, est-ce que tu cherches à acheter en nom propre ou en société? Par exemple, tu peux aller en nom propre au maximum de tes revenus salariés. Et peut-être que derrière, tu as une grosse TMI. Peut-être que ça ne sert plus à rien pour toi de faire du nom propre. Donc tu vas acheter en société. Est-ce que tu vas faire des travaux? Est-ce que tu vas pas faire de travaux? Est-ce que tu vas partir sur une division, un changement de destination? Division, je t'explique grossièrement, c'est tu achètes une maison, tu la divises en 4, tu as 4 appartements. Ou changement de destination, tu avais un bien professionnel, un local professionnel que tu vas changer de destination. C'est-à-dire que tu vas le faire devenir un logement d'habitation. Donc c'est ça, un changement de destination. Donc ça, c'est la première étape, la base. Ensuite, il va falloir que tu trouves le bien. Et pour ça, pas mille solutions. Déjà de 1, il va falloir définir un secteur. La ville, est-ce que tu vas prendre une ville plutôt grosse, plutôt petite, plutôt moyenne? À toi de voir. Là, je t'envoie directement sur le podcast Études de marché. Je t'ai vraiment détaillé au maximum les étapes à suivre pour faire ton étude de marché. Donc, te gêne pas, il est gratuit. Donc, va écouter. Une fois que tu as défini ta ville, le quartier, parce que tu sais, chaque quartier n'a pas les mêmes exigences et chaque quartier est différent. En gros, tu vois, je te donne un exemple à Roubaix. Roubaix, c'est une ville, une bonne ville, niveau d'habitants pas mal, mais tu as des quartiers où tu peux pas aller, où c'est pas recommandé, pas recommandable, et tu as des quartiers où c'est top. Tu vois, c'est un quartier où tout le monde, comment je pourrais dire, un quartier huppé. Ouais, voilà, un quartier huppé. Et tu vois, et tu peux même avoir à Roubaix, je sais qu'il y a une longue rue, j'ai plus le nom en tête, mais la rue est hyper longue. Et genre, tout à gauche, c'est bon, tout à droite, c'est pas bon. Tu peux pas y aller. Donc vraiment, tu vois, il faut vraiment connaître la ville et les quartiers pour bien sélectionner. Ensuite, en fonction de ton type de clientèle, bien sûr, toutes les commodités qui vont avec. Si tu vises de l'étudiant, tu vas pas te mettre à 15 km d'une université. Si tu vises une famille, tu vas privilégier peut-être les écoles maternelles, primaires, collèges. Donc tout ça, ça vient en définition de ta clientèle, la clientèle que tu vises. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver? On a défini notre secteur, maintenant, comment réellement on va se lancer? Eh bien, au tout début, tu vois, quand t'as pas de réseau, t'as rien, eh ben c'est Le Bon Coin. Enfin, Le Bon Coin et les autres, toutes les plateformes web, c'est pareil. Là, il faut mettre en place une routine de recherche, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas écumer le marché. Il faut que tu saches ce qui rentre, ce qui sort, à combien ça se loue, etc., etc. Ensuite, on a les agences immobilières. Là, je veux que tu fasses le tour des agences immobilières. Et il faut que tu te crées le réseau. C'est-à-dire que il faut que tu montres que tu es actif, que tu es là pour acheter, que tu recherches ça, ça, ça. Donc, s'il a ce type de bien qui correspond à tes recherches, il te contacte et on le relance. Tout le temps, on relance. C'est pas j'y vais une fois, je crée mon profil et puis derrière j'attends. Non, on est actif, on est proactif. C'est-à-dire que tu vas voir les agents IMO, derrière je veux que tu me les relances tout le temps, toutes les semaines. Oui, bonjour monsieur Intel, c'est monsieur Touchard. Est-ce que vous avez des nouveaux biens? Non. D'accord. Est-ce que vous avez des choses qui sont vendues? Quel quartier, etc. Il faut être proactif.
Si tu es trop passif, je peux te dire que les agents vont t'oublier et ils vont pas te contacter. Et ça va te permettre de créer ton réseau. C'est la base. Il faut que tu crées du réseau. La dernière fois, je regardais, je sais pas si tu connais Grant Cardone, c'est un Américain, un businessman. Il disait, The contact is the contract. Et les contacts sont les contrats, en gros, les affaires. Donc, c'est exactement ça. Le contact, c'est les affaires. Donc, il faut que tu contactes des gens, que tu fasses le tour, tu les relances, etc. etc. Ensuite, je t'ai fait une petite aparté sur particulier à particulier. Important, il y a des gens qui trouvent que les agents immobiliers, ça sert à rien, etc. Chacun son avis. Et donc, ils essayent de court-circuiter ça. Et ils proposent eux-mêmes, à savoir sur la plateforme PAP ou même Le Bon Coin, ils proposent eux-mêmes leurs biens à la vente. Donc ça peut être aussi quelque chose vraiment à chercher. Des fois on peut faire des bonnes affaires, des fois pas. Des fois le bien il vaut 100 et ils le proposent 160. Mais sait-on jamais. Et ensuite, quelque chose que très peu ne font, en parler autour de vous. Ça peut paraître un conseil bidon, mais je vous promets que énormément de gens ne parlent pas. Ils ne parlent pas de leur projet, de ce qu'ils veulent faire, etc. Parle-en autour de toi. Dis que tu cherches, tu as envie d'acheter de l'immobilier. Tu cherches ça. Peut-être que toi, tu ne connais pas, mais peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui connaît. Peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, vas-y. Parle-en autour de toi. Dis ce que tu recherches. Ok, je cherche à investir, je veux ça, ça, ça. Peut-être que toi, tu connais un ami qui, lui, connaît un agent IMO. Tu vois, il y a plein d'opportunités. Tu dois te sortir de ta bulle et grossir ton cercle. Si tu grossis pas ton cercle derrière que... Juste là, je te parle en IMO, mais t'en parles pas autour de toi, ben il n'y aura rien. Et pense au podcast de la semaine dernière, la chance. Elle se travaille. Va au devant, parle aux gens, crée des relations, et la chance, elle va sourire. Voilà. Ensuite, on a vu énormément de biens, d'accord? T'as sélectionné, et là, visite. Tu me fais des visites plus. Je veux pas que tu visites un bien, je veux que t'en visites 100, 200. Pourquoi? Pour te faire l'œil. Parce que au tout début, compliqué, tu sais pas, surtout si t'es débutant, tu sais pas si... je te dirais, par exemple, tu sais pas si un bien est humide alors que... Enfin, dis-moi c'est quoi la différence d'un bien sain et d'un bien humide. Enfin, tu vois à peu près ce que j'ai envie de te dire. Tu dois aller visiter pour te former l'œil, etc. Et une fois que tu as choisi, tu as fait un écumage, on fait une deuxième visite avec l'artisan pour chiffrer. Important. Tu fais venir quelqu'un. Sauf si tu es du métier, sauf si tu as de l'expérience. Ok. Mais si tu es débutant, t'improvises pas. T'improvises pas maître d'œuvre, tu sais pas combien ça coûte. Tu sais pas si ça sait refaire, ça sait pas refaire. Un exemple concret, imaginons tu fais ta visite toi-même, tu chiffres, tu dis ok bon, allez il y en a pour 20 000, comme ça, hein, à vue d'œil. Tu te dis ok, il y en a pour 20 000, toi tu montes le projet avec 20 000 euros de travaux et derrière on se rend compte que t'as une toiture à faire, t'as des infiltrations d'eau, enfin t'as plein de choses et là tu te rends compte que la facture elle est pas de 20 000, elle est de 50 000. Tu fais comment? Tu vas voir la banque pour qu'il te file du rab? Mauvaise solution, je te le dis direct. Là, après, t'es blacklisté. Ils vont se dire quoi? Ouf, le mec il me demande 20 000 et puis il revient me voir juste après.
en fait, il a fait de la merde, quoi. Donc, tu viens avec des artisans, et si t'as pas ton équipe, fais venir toujours 3 artisans au minimum. Toujours 3. Pour avoir une vision globale. Parce que peut-être que tu vas faire venir un artisan, et peut-être qu'il va te facturer un max, ou peut-être qu'il va être vraiment pas cher. Et le pas cher, ça peut paraître contre-intuitif, mais le pas cher coûte cher. Donc, fais venir 3 artisans, au moins tu as une vision globale, et puis tu choisis par toi-même. Donc là, magnifique, on a trouvé notre bien. Tu as fait venir l'artisan, ça match. Tout va bien, donc tu sais à peu près combien tu as de travaux, tu as fait tes petits calculs et tout. Et puis là, tu te dis, ok, bon, je suis pas mal, mais faudrait que je baisse un peu au niveau du tarot. La prochaine étape, c'est l'offre d'achat. Prochaine étape, l'offre d'achat en fonction de tes critères de rentabilité, tes critères, grosso modo, tu vas proposer une offre. L'offre, il faut qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire que le prix au mètre carré, c'est 2000 euros. Le truc est à peu près au prix du mètre carré. Et allez, il est à 1800 euros du mètre carré. Et bah, tu vas pas proposer 1000 euros, tu vois. Sauf si vraiment il y a énormément de travaux, etc. C'est pour ça que je te dis, l'offre, elle doit être cohérente. Mais en gros, le bien est à 100 000. Tu vas pas proposer 40 000 euros alors qu'il y a 20 000 euros de travaux pour le remettre aux normes. D'accord? Donc, fais-moi une offre cohérente. Arrête de partir sur... Parce qu'il y a des gens qui te disent sur Internet, négocie sale. Oui, négocie sale quand tu le peux. C'est-à-dire que le bien est en vente depuis longtemps. Il y a énormément de travaux. Maintenant, si tu t'achètes un T2 qui a juste des rafraîchissements à faire, c'est de la peinture, enfin grosso modo, t'en as pour 5 000 euros, va pas négocier le prix de 60 000, tu vois. À un moment, faut être cohérent. Attention à l'émotion. Dans l'immobilier, il n'y a pas d'émotion. C'est pas parce que tu as eu le coup de cœur pour un bien que tu dis ah ouais, il me le faut à tout prix. Non, ça c'est mauvais. Tu ne peux pas, tu peux pas. Franchement, immobilier, nous on achète, c'est des produits d'investissement. D'accord? Tu dois te détacher de l'émotionnel. Il faut que tu fasses une offre cohérente. Offre écrite, limitée dans le temps. Pourquoi limitée dans le temps? Et pourquoi une offre écrite déjà? Offre écrite parce que on fait pas ça par téléphone. T'appelles pas Maurice, tu lui dis bon, je te propose 150 000 pour ton bien. Tu me dis quoi? Tu m'envoies un SMS? Non, offre écrite, que ce soit un mail ou un format papier, mais écrite. Limitée dans le temps, pourquoi? Limitée dans le temps parce que au moins ça met un peu entre guillemets la pression au vendeur. Je m'explique. Moi, quand je mets une offre limitée dans le temps, je sais que inconsciemment, le vendeur il va se dire bon, c'est limité dans le temps, c'est-à-dire que il est pas que sur mon bien. Et moi, il faut la jouer comme ça. C'est-à-dire que tu dis ok, je vous ai fait une offre limitée dans le temps parce que moi je suis sur d'autres projets, donc c'est le vôtre ou ça sera un autre. Voilà. Ça met la pression, tu vois. C'est le mien ou ça sera un autre. Donc, toujours limité dans le temps, c'est important. On fait une offre en dessous de votre réel objectif. Ton objectif, c'est 100 000. Et moi, tu vas proposer un peu en dessous. Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'il y a le jeu de la négociation. Et on va toujours couper l'apport en deux, même si c'est pas vrai tout le temps. Mais tu vois, là, je vois... je sais pas si tu regardes la vidéo sur YouTube, il y a le livre Never Split the Difference par Chris Voss. Ce livre-là, il dit exactement le contraire de ce que je viens de te dire. En gros, en français, c'est ne coupez jamais la poire en deux ou quelque chose comme ça. C'est totalement le contraire de ce que je viens de te dire. Selon Chris Voss, il faut pas faire de concessions. Enfin,
Chris Voss était négociateur au FBI, donc c'est quelqu'un qui connaît, il sait de quoi il parle. Mais selon lui, tu peux pas couper la poire en deux. Il faut que t'aies tout ou t'aies rien. Moi, je suis pas aussi tranché que ça. Je pense que si c'est une bonne affaire, même en coupant la poire en deux, bah vas-y. Après, c'est sûr que tu peux, euh, tu peux négocier au max et tu pourras aussi quelquefois faire des concessions. Mais l'objectif, c'est au final, t'achètes une bonne affaire. Si, si ça ne passe pas dans ta négo et que au final ça revient à une affaire standard, bah laisse. Mais il faut que tu rentres dans tes objectifs. Si la négo fonctionne pas et que ça rentre pas dans tes objectifs, laisse tomber. On passe à autre chose. Donc là, les amis, tu fais ta première offre d'achat. Elle est montrée au vendeur. Et là, soit elle est acceptée ou soit il y a une contre-offre. S'il y a une contre-offre, c'est-à-dire que bon, bah, on est parti pour la négociation, d'accord. Mais oui, dans ton offre d'achat, si tu négocies, tu donnes les points. Il faut que tu donnes du poids à ta demande. Si tu négocies de 15 000 alors que le bien il est neuf, il n'y a rien à faire. Tu as juste à poser des meubles et basta. Bah, comment tu veux que ton offre soit acceptée? Maintenant, si tu proposes 10 000 euros 10 000 euros en moins, mais derrière tu marques, bon, je propose 10 000 euros parce que j'ai ça à faire, j'aurai ça, j'aurai un coup de peinture, j'aurai ça. Voilà, là ça donne du poids à la demande. Donc, offre acceptée ou contre-offre. Si contre-offre, sache que on peut faire encore une contre-offre, ainsi de suite, jusqu'à trouver un accord. En fait, la seule limite, c'est quoi? C'est jusqu'à ce que tu braques le vendeur et où il se ferme totalement et ils te disent, tu sais quoi, fuck, je te vends pas à toi, basta. Mais tu peux aller, tu peux gratter. On te fait, par exemple, tu proposes, le bien est affiché à 100 000, tu proposes 70 000, il te propose 90, bah tu peux encore négocier. C'est pas parce que il t'a fait une contre-offre que c'est la sienne automatiquement. Tu peux reproposer encore moins. Voilà. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, je te dirais la bonne heure, c'est la première étape vraiment dans l'obtention. On va choisir le notaire. Toujours avoir son propre notaire. Je le répéterai pas. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais c'est important d'avoir votre propre notaire. Parce que, je te donne un exemple. Le notaire, ok, il est censé être équitable, etc. Mais dans les faits, il va défendre son client. Donc, imaginons ce notaire-là, c'est le notaire de famille, ça fait 20 ans qu'il s'occupe de la famille. Et tu crois que il va défendre qui? Toi? Bien sûr que non, il va défendre le vendeur. Donc c'est toujours important d'avoir son propre notaire. Et c'est toujours important, ça va te permettre d'avoir ton notaire de famille, tu vois. Donc, fais-toi, et ça fait partie de la constitution des équipes. Mets-toi en place une équipe. Le notaire, je te donne un exemple, mon notaire qui s'occupe tout le temps maintenant de moi, il m'a évité énormément de galères. La dernière en date, c'est j'ai fait une proposition d'achat qui avait été acceptée, compromis, et le notaire, enfin le vendeur avait son notaire et moi j'ai pris le mien. Et en fait, quand mon notaire a lu le compromis, il m'a dit bon, ok, le compromis en soi c'est tout bon et tout. Par contre, il faudrait rajouter ça, 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 parce que c'est pas indiqué et c'est important de le mettre. Vous êtes dans une zone A, etc., etc. Et il m'a dit de faire rajouter le paragraphe qu'il n'y avait pas de cuve de fuel enterrée. Moi, en soi, tu vois, franchement, aucune idée. Pour moi, il n'y avait rien du tout. Enfin, j'ai pas eu l'information. Donc, je redonne le compromis. Je leur dis, bon, au niveau... Enfin, c'est pas toi qui le fais, hein, c'est le notaire, d'accord. Et il a voulu rajouter cette clause et refus du vendeur. Donc,
En gros, il te disait que oui, il y avait une cuve de fuel qui était enterrée. Le problème, c'est que oui, c'est pas un problème. Mais derrière, qui dit cuve de fuel enterrée, dit renégociation. Parce que euh, qui dit cuve de fuel enterrée, dit dépolluage du terrain. Donc, des frais supplémentaires. Donc, négociation, donc ce que le client, enfin le vendeur a refusé. Et donc, on est sorti du compromis, proprement. Compromis ou promesse de vente, il faut savoir que c'est le contrat qui va clarifier tous les points. C'est lui qui va réellement vous engager officiellement. Il faut savoir que l'offre d'achat, c'est un contrat, hein, d'accord, quand même, ça a une valeur légale, mais le vrai contrat, c'est ça, c'est le compromis ou la promesse de vente. Bon, c'est à peu près pareil, hein, je vous passe les détails. C'est ici que quand on signe le compromis, on a le dossier complet du bien. On a les diagnostics. Si ça fait partie d'une copropriété, on a tous les documents qui touchent à la copropriété, à savoir les procès-verbaux, les carnets d'entretien, enfin, tout ce qui touche à la copro. Ensuite, on a le versement du séquestre. J'ai envie de mettre un holà énorme sur le séquestre parce que là encore, je le vois avec la signature de ma RP, entre guillemets, on m'a obligé à mettre un séquestre. Alors, on l'a essayé, du moins. Mais les amis, le séquestre, c'est pas obligatoire. C'est une habitude. En général, il tourne autour de 10% du montant, du prix du bien. Mais sachez que, de 1, vous ne pouvez pas mettre de séquestre. Et de 2, si vous voulez en mettre, vous pouvez mettre 1000 euros. Ou moins. C'est vous qui décidez. Donc moi, là, en fait, on m'a dit, oui, bon, on va mettre un séquestre. J'ai dit non. Non, on va pas mettre de séquestre. Je vais pas bloquer de l'argent. Alors moi, je lui ai expliqué, je lui ai écouté, moi, je suis investisseur. Je vais pas bloquer X euros juste pour le bon vouloir. Je fais dans tous les cas. Si jamais je sors de la vente, ça sera aux conditions suspensives. Donc le séquestre, je le récupérerai tôt ou tard. Mais je vais pas bloquer 20, 30, 40 000 pendant 3-4 mois. Vous êtes fous, quoi. Donc, on m'a obligé, j'ai refusé. Et voilà. Il y a rien de plus. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un séquestre. Aussi, dans le compromis, vous pouvez rajouter les clauses suspensives que vous jugez importantes. La principale, je vous dirais, c'est l'obtention de financement. Et je voudrais faire une remarque importante sur la clause suspensive de financement. Mais si jamais vous mettez une clause de 100 000, et ça, ça joue souvent avec les agences immobilières. Ça, c'est un tips, les amis, mais surtout si vous êtes débutant, si vous êtes un peu plus expérimenté, ça devrait plus vous arriver. Mais si vous êtes débutant, attention avec les compromis en agence immobilière. Pourquoi ? Parce que c'est des malins, notamment au niveau de la condition suspensive de financement. En gros, vous achetez un bien qui est à 100 000, vous avez 30 000 euros de travaux et on va dire 10 000 euros de frais de notaire. Et ben, les agents, ils aiment bien mettre genre 110 000 euros. D'accord ? Alors qu'au final, tu dois financer 140 000. Tu vois, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même. Donc, important à vérifier, conditions suspensives, toujours mettre le montant avec les travaux. En gros, sur votre compromis, vous avez 100 000 euros, 110 000 euros. Mais vous cherchez à financer 140 000 et que vous n'arrivez pas à décrocher 140 000, et ben pour sortir de la vente, c'est raté. C'est mort. Là, vous serez jugé coupable. En gros, tu dois toujours mettre le financement maximum.
C'est-à-dire que voilà, tu as des travaux, et tu comprends le prix des travaux dans ta demande de financement. Parce que comme ça, tu pourras, si tu as un refus, tu pourras sortir tranquille. Tranquille. Aussi, important, rajoute les clauses que tu juges importantes. Par exemple, si tu dois faire un changement de destination, prends en compte le délai de la mairie. Si tu dois faire des... comment dire, des TP, fais la demande préalable pour savoir si ça va passer. Enfin, voilà, renseigne-toi. Peut-être que tu partiras sur un compromis qui sera beaucoup plus long ou quoi. Enfin, voilà, renseigne-toi avant. Renseigne-toi. Là, on va passer directement au nerf de la guerre. Donc, on a signé le compromis. Et là, c'est l'étape du financement. Il faut savoir que le jour où tu signes le compromis, à partir du lendemain, tu as un délai de 10 jours de rétractation. C'est-à-dire que tu peux sortir de la vente sans aucune pénalité. Aucune pénalité. C'est-à-dire que demain, tu signes un compromis juste pour le fun. Eh ben, tu pourras sortir de la vente sans problème. Sans problème. Également, dès que tu signes, en fait, tu as un certain délai. En gros, entre la signature du compromis et la signature finale de l'acte de vente, tu as 3 mois. En général, d'accord ? Tu as 3 mois. Donc, c'est parmi ce délai-là que tu vas aller chercher un financement. Je te dis tout de suite, avant de signer n'importe quel compromis, je veux que tu me fasses 3 mois propres de compte. C'est-à-dire que je veux que tes comptes soient clean pendant au minimum 3 mois pour maximiser tes chances et surtout ne pas gâcher d'opportunités. Tu sais, là on est en 2021, c'est compliqué. Tu peux te renseigner partout, tout le monde va te dire que le financement c'est beaucoup plus complexe par rapport à 2019, etc. Donc, va pas gâcher des opportunités comme ça, va pas gâcher des billes comme ça. Donc, compte clean. C'est-à-dire que 3 mois avant, tes comptes t'arrêtent. Plus de resto, plus de FDJ, plus de casino. Bon, ça va, en ce moment avec le confinement, il n'y a plus de tout ça, mais fais attention. Voilà. Ensuite, en fait, là, tu vas avoir 2 solutions pour trouver ton financement. Soit tu choisis la voie agence bancaire que tu vas aller démarcher tout seul, soit tu vas aller voir un courtier. On va commencer par l'agence bancaire. Au niveau de l'agence bancaire, les amis, toutes les banques. Vous allez voir toutes les banques. La fidélité, ça ne paye pas. T'as beau être client depuis 20 ans, je te promets à 80% que tu auras une offre meilleure dans une autre banque. Pourquoi ? Parce que le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que la banque brasse des nouveaux clients. Quand tu as l'obtention d'un prêt, derrière tu ouvres un compte, derrière tu mets ta domiciliation de salaire, etc. etc. Donc, c'est un produit d'appel et c'est ça qui va permettre à la banque de récolter des nouveaux clients. Tu vas voir toutes les banques. Pourquoi ? Parce que peut-être que tu vas aller voir la banque LCL, tu vas aller voir la banque Caisse d'épargne de ta ville et puis ils te refusent. Peut-être que la banque Caisse d'épargne de la ville d'à côté, peut-être qu'ils vont t'accepter. Pourquoi ? Parce que peut-être que l'agence de ta ville, ils ont atteint leurs objectifs ou t'es pas tombé sur le bon interlocuteur, etc. Il y a plein de choses, donc va voir. Et n'aie pas peur de te prendre des refus. N'aie pas peur de te prendre des refus. J'ai pu aller, il me semble, jusque genre 24 ou 25 refus. C'est rien. C'est pas grave. L'immobilier, c'est pas facile. Hein. Il faut que tu te donnes les moyens, crois en ton projet et va le défendre. Peut-être que à la 25e agence, tu le décrocheras ton crédit. Si tu as un peu moins de temps, solution alternative, le courtier. Et là, je te parle du courtier, mais par contre, va voir un courtier qui a du background, un vrai courtier, un courtier investisseur, c'est le top. Pourquoi ?
Parce que dans les courtiers, il y a énormément de charlatans. Je te donne un exemple. Je suis parti, ça date de mes débuts. Je suis parti voir un courtier. Et la meuf, clairement, elle m'a dit non, ton dossier il passera jamais. C'est mort. T'es pas propriétaire de TRP, tu veux faire du locatif? Mais t'es fou. Clairement, les amis, je vous promets, c'est ce qu'elle m'a dit. C'était impossible. Je suis parti faire les banques tout seul. Au bout de la 3e banque, il me semble que j'ai eu mon prêt. La 3e banque. Sans galérer, sans rien. Je suis parti la voir, je lui ai posé l'offre de prêt. Elle était là, elle parlait thaïlandais. Dep, dep, dep. Un scandale. Ah, les courtiers, franchement, j'ai pas un bon a priori sur les courtiers. Je vous disais, maintenant l'apport c'est important. En 2021, tu peux pas venir ne pas avoir d'argent de côté, ne pas mettre d'apport, etc. Ça va être peut-être une banque sur 100 qui va t'accepter. Est-ce que tu vas courir le risque? Non, mets de l'argent de côté, mets de l'apport pour donner du poids à ton dossier. Et vaut mieux trouver une affaire, mettre de l'apport et réussir à financer que trouver une affaire, ne pas mettre d'apport, pas trouver de financement. Et derrière, t'as rien fait, t'as pas avancé. Donc si tu dois mettre de l'apport, mets de l'apport. Tu fais un petit différé de prêt, un petit prêt travaux, et puis tu te rembourses. T'inquiète. Il y a des solutions à mettre derrière. C'est pas parce que tu mets de l'apport que c'est la catastrophe. Refus bancaire, et puis je vous fais un petit point sur les refus bancaires. Si vous respectez les conditions stipulées dans le compromis, et ben là, il n'y a pas de problème. Vous sortez de la vente tranquille. Pas de pénalité, rien. Par contre, si tu sors hors condition, sache que tu risques de te manger les pénalités à hauteur de 10% du prix du bien. C'est-à-dire que, imaginons, t'as pas eu un prêt, toi tu as fait une demande de prêt supérieur. Sur le compromis, si t'as marqué 100 000, t'as essayé de financer 200 000. J'abuse un peu, mais c'est pour t'expliquer l'idée. On t'a refusé le prêt à 200 000. Et ben, sache que tu pourras pas sortir de la vente. Donc le vendeur, il va pouvoir se retourner contre toi. Alors, entre nous, ça va partir dans des démarches judiciaires, etc. Entre-temps, le vendeur, il pourra pas vendre son bien parce qu'il sera bloqué, etc. Mais tu risques au maximum de perdre 10% du prix du bien. Et puis, après, s'il y a avocat, peut-être qu'il y aura des dommages et intérêts, etc. Payer les frais de justice, etc. Bref, t'as beaucoup à perdre dans ça. Donc évite les emmerdes pour rien. Ensuite, les amis, on a trouvé le financement. Donc on a eu l'acceptation du prêt. Donc ça, c'est cool. Alors maintenant, c'est direction le notaire. Mais avant, et c'est vraiment important, il faut que vous alliez visiter le bien avant l'acte final. C'est-à-dire que tu signes vendredi, jeudi, tu vas voir le bien. C'est vraiment important parce que tu achètes en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand tu signes l'acte final, t'es OK. Et imagine que il y a eu des dégâts qui ont été réalisés dans l'appartement. Et ben, tu fais comment? Moi, tu vois, si juste avant l'acte final, je vais visiter et je vois qu'il y a eu des dégâts, mais je vais pas signer. Je vais pas signer parce que on n'est plus sur les mêmes termes. Le contrat, l'objet et l'accord, il a changé. Donc c'est vraiment important. Va visiter le bien avant l'acte final. Ensuite, on se retrouve. Écoute, tu as été visité, le bien impeccable et tout. Vous êtes devant le notaire. Et ben, comment ça se passe réellement? En fait, vous êtes en présence donc du notaire, le vendeur, l'acheteur, et peut-être même l'agent immobilier. Le notaire
il va relire l'acte. En gros, devant toi, il va dire bon, bah ok, monsieur Touchard, vous achetez ça, monsieur Untel vend ça à telle clause, telle clause, telle clause, vous achetez en connaissance de ça, etc., etc. Une fois que tout est bon, vous signez. Toi, tu payes. Alors bien sûr, c'est pas toi, c'est la banque, mais le notaire aura fait l'appel de fonds auprès de la banque. La banque va payer le notaire. Et une fois que le notaire est payé, hop, alors là, vous récupérez les clés et puis voilà. Et ensuite, le notaire fera sa popote avec le vendeur pour reverser, etc. Maintenant, là c'est important, sache que tu peux faire les négociations de dernière minute. En gros, il y a encore des choses à négocier. Parce que là, vous voyez, vous allez devoir vous mettre d'accord sur, par exemple, la taxe foncière, etc., etc. Enfin, les charges. Là, tu peux encore gratter quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin, j'abuse un peu, mais tu vas pouvoir gratter quelques euros. Par exemple, si tu arrives à négocier la taxe foncière, par exemple, tu arrives à négocier le fait que c'est encore le vendeur qui va la payer cette année. Il y a encore des choses à négocier en dernière minute. Donc ça va te permettre devant le notaire, si tu es un peu malin, essaye de négocier, ça coûte rien. Au final, tu l'achèteras quand même. Une fois que tu es propriétaire, eh ben, dès le lendemain, en fait, dès que tu as récupéré les clés, les travaux ils vont pouvoir commencer, si travaux étaient prévus. Donc là, tu vas commencer la phase de gestion de chantier, tu fais tes travaux, etc. Une fois que les travaux sont finis, même un petit peu avant, eh ben c'est parti. Si tu veux faire de la location, on va chercher le locataire. Plusieurs solutions. Soit tu le cherches par toi-même, tu postes une annonce, Le Bon Coin, Se Loger ou autre. Tu fais la sélection du locataire, le feeling, etc. Là, moi je te relance directement, on va voir le podcast sur la gestion locative. Je t'explique comment on fait. Donc ça c'est la première solution. Soit tu fais par toi-même, soit tu passes par une agence. Bon, tu iras écouter le podcast sur la gestion locative, comme ça tu connaîtras mon avis sur les agences, mais c'est 5 à 7% du loyer. Ils s'occupent de la gestion, ils font les visites, donc ça peut te libérer du temps. Mais va écouter l'épisode sur la gestion locative, tu verras. J'en dis pas plus. Maintenant, l'administratif comptable, en fait, en fonction de ce que tu loues, comment, etc., le choix fiscal, eh ben, tu vas avoir des obligations, par exemple un comptable, par exemple ton ouverture d'activité LMNP, etc., etc. Donc tout ça, c'est plein de choses à mettre en place. Déclaration des loyers, etc. Si tu prends des locataires CAF, enfin, il y a pas mal de choses à savoir. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Je te donne un petit tips. Mais si tu fais du LMNP, mets toujours ton date de début d'activité LMNP à la date de signature chez le notaire. Pourquoi ? Parce que si tu le mets à la date de signature chez le notaire, eh ben, tous tes frais annexes, frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, etc., eh ben, tout ça va pouvoir être déduit de tes revenus. Alors que si tu mets ta date d'activité à la date effective où tu mets en location, et ben tous ces frais que tu auras payés en amont, et ben ils seront perdus totalement. Donc ça serait bête, tu vois, ça peut vite monter des frais de notaire à 10 000 et des frais d'agence à 7 000. Ça fait déjà 17 000. Ça te fait un an de location quasiment selon où t'es. Donc ça serait bête, hein, tu vois, de payer des impôts alors que tu avais des frais que tu aurais pu récupérer. Ouh, bon, c'était un gros épisode là. Si pas, revenez vers moi, Anthony-THRSD sur Instagram. Vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube si vous regardez cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas. Les amis, vous prenez 1 minute 30. À tout casser 1 minute 30. Et vous allez mettre 5 étoiles à ce podcast. Faites connaître, partagez, parlez de la communauté, parlez du podcast. Et puis 5 étoiles, ça coûte rien. Une petite review, 1 minute 30, je n'en demande pas plus. Et ça me touchera énormément. Voilà. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis
À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.